Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Médecine Douce pour cette nouvelle émission Sagesse et Société. Et aujourd'hui, je suis particulièrement touché parce que j'accueille une personne qui m'est chère, qui s'appelle Amina Slaoui, que j'ai rencontrée au Maroc lorsque j'ai été enseigner mon premier stage sur la respiration, la méditation au Maroc. Et ce ne sont pas des amis que j'étais rencontrés là-bas, c'est retrouver une famille. Amina, bonjour. Bonjour Stéphane. C'est un vrai plaisir et c'est la magie de la vie qui nous a fait nous réunir aujourd'hui. J'étais de passage pour les émissions Radio Médecine Douce et tu étais aussi de passage sans qu'on le sache et on s'est simplement envoyé un SMS. Bonjour, tu es où? Tu es à quel endroit? Comme on le fait de temps en temps. Et tu m'as dit, bah voilà, je serai à Paris du 5 au 10. Et je dis, je suis au même endroit. Donc c'est un grand moment parce qu'à chaque fois qu'on avait voulu enregistrer, on n'avait jamais pu le faire jusqu'à présent. Amina, alors je te présente, mais ce que je vais présenter, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que tu as amené au Maroc, aussi aux femmes et aussi aux personnes handicapées. Donc, présidente du groupe AMH pour le sigle Amicale Marocaine des Handicapés. Aujourd'hui, on va parler du vivre ensemble. Amina, je te laisse te présenter ton parcours aussi, donc comme les émissions Sagesse, comme tu les écoutes d'habitude. On a un premier temps ton parcours. Ensuite, qu'est-ce que la sagesse et quelles sont les clés de sagesse qu'on peut appliquer, mais sur un thème qui était propre et personnel. Eh bien, écoute, Stéphane, tout d'abord, je voudrais dire que ça me fait très plaisir de me retrouver avec toi aujourd'hui. Et puis, tu es vraiment quelqu'un de la famille, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, je suis très, très heureuse de pouvoir partager mon expérience aujourd'hui avec les auditeurs. Et si je devais un peu faire revenir sur mon parcours, en gros, j'ai eu un accident, j'avais 32 ans. J'ai fait un accident de bicyclette alors que j'étais en vacances avec mon mari au Costa Rica et je suis tombée d'un pont et donc du coup j'ai été paralysée instantanément et ça a été un grand changement dans ma vie comme tu peux l'imaginer parce que je me suis retrouvée en fauteuil alors que évidemment je m'y attendais absolument pas et que j'ai eu la chance de faire ma rééducation en France, d'abord à Garches pendant 3 mois et puis ensuite à Propara à Montpellier. Parce que j'étais allée chercher le soleil, j'en pouvais plus de la grisaille parisienne. Et en rentrant au Maroc, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien qui était fait pour les personnes handicapées. Dans la mesure où on ne les voyait pas dans la rue, on ne les voyait pas dans l'espace public, on ne les voyait pas au travail. Et j'ai entendu parler d'une association qui venait de se créer, et donc qui s'appelait Amicale Marocaine des Handicapés, et qui avait organisé un téléthon pour collecter des fonds, mais aussi pour faire parler du sujet du handicap au Maroc. Et comme j'étais dans la communication, je me suis dit, mais pourquoi ne pas les aider et apporter ma contribution? Donc je les ai contactés et on a commencé à organiser des événements ensemble. Au début, j'ai refait un petit peu leur identité visuelle, puis après on a organisé une première manifestation sportive qui s'appelait le Marathon de l'Espoir, où il y a eu d'un coup 20 000 handicapés dans la rue en bicyclette sur la corniche à Casablanca. Et ça a été un choc parce que c'est la première fois qu'on voyait autant de personnes handicapées dans la rue. Et puis ensuite, on s'est dit, OK, c'est très bien de faire parler de nous et du handicap, mais en même temps, il faut pouvoir soigner, il faut pouvoir rééduquer pour permettre aux gens de se réinsérer. Et on s'est dit qu'il fallait absolument construire un centre de rééducation, parce qu'en 93, il n'y avait pas de centre de rééducation au Maroc. Donc on a organisé quelques téléthons, on en a fait 5, qui nous ont permis à terme de construire, d'équiper et de faire fonctionner le centre Nord qui est à Casablanca, et qui était en fait un centre pionnier, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'existait pas, et que nous étions les premiers, donc une association, à construire ce centre pour des personnes handicapées. Donc c'était la première fois qu'il y avait des personnes handicapées qui se prenaient en charge véritablement et qui décidaient de faire porter leur voix, non seulement auprès des autorités, mais aussi auprès de la société. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et aujourd'hui, on a 28 000 adhérents. 28 000 adhérents. On en est à notre 4e centre de rééducation. Donc on en a construit 2 à Casablanca,
un à Khouribga, et puis il y en a un autre en projet à Fès. Et puis, on va étendre un petit peu nos activités. On a comme projet aussi de faire un centre de gériatrie, juste à côté du centre de rééducation. Et puis, de toute façon, les projets, ils arrivent au fur et à mesure des besoins, que les besoins se manifestent. Donc, on a plein d'idées, plein de projets. Et je suis très heureuse du chemin que nous avons parcouru. Et ça, c'était en 1993 ? C'était en 1993, ouais. Et par rapport donc à ce bien vivre ensemble, par rapport à l'handicap, est-ce que depuis ce temps, tu trouves qu'il y a ça a bien avancé, que ce soit au Maroc, parce que je sais que tu voyages beaucoup, ou est-ce que tu sens quand même que le monde de l'handicap n'est pas encore reconnu à la hauteur des avancées qu'on a fait sur d'autres plans, mais quelle est ta perception par rapport à ça? Parce que je sais que voilà, Alors, j'ai une perception un peu mitigée. D'abord, quand j'ai eu l'accident, j'étais en vacances et je suis venue en France. Et j'avais quand même passé 7 ans en France comme étudiante. Ah oui. Et donc, je connaissais bien Paris. Et se retrouver en fauteuil à Paris en 1993, c'était vraiment une gageure. C'était très difficile parce que les installations n'étaient pas adaptées, parce qu'il n'y avait pas de toilettes publiques adaptées, parce qu'il fallait réfléchir. En tout cas, faire son circuit en fonction des toilettes qu'on avait repérées et qui pouvaient éventuellement fonctionner si on en avait besoin, quoi. Donc, et j'ai trouvé que ça a mis du temps, même en France, pour que ça aille mieux. Aujourd'hui, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Il y a une meilleure accessibilité pour les transports publics, par exemple les bus. Le métro, c'est toujours pas ça. Ça, c'est clair. Les hôtels, ça va encore, mais Paris est aussi une vieille ville, donc j'imagine que ça doit être très difficile, même s'il y a des lois pour cela, de rendre tous les établissements recevant du public accessibles. Ceci étant dit, dans nos pays, c'est encore pire. Parce que je pense que les personnes, et je mets entre guillemets le mot valide, ne réalisent pas que finalement, le handicap, c'est la société qui fait que nous sommes handicapés. Moi, il se trouve que je suis en fauteuil parce que j'ai eu un accident. Bon, c'est mon moyen de... On va dire, c'est de cette manière-là que je me déplace, mais c'est pas pour autant que je vais me réduire au handicap, qu'on va réduire ma personne au handicap. Bien sûr. Si tout était accessible, je serais complètement autonome et complètement libre d'aller où bon me semble, sans avoir ni l'appui, ni l'assistance de tiers à chaque moment, parce que c'est terrible d'avoir tout le temps besoin d'avoir une assistance quand on n'en a pas forcément le besoin, justement. Et donc, au Maroc, on a beaucoup milité pour l'accessibilité parce que c'est le premier maillon de la chaîne, finalement. Mais je réalise que malgré tout, ça va très très doucement et qu'il faut s'adapter. Et c'est là où je pense que c'est... en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de dépasser les difficultés. C'est de me dire, OK, j'ai pas cette solution-là, qu'est-ce que je peux trouver comme autre solution pour pouvoir m'adapter et faire ce que j'ai envie de faire sans que cela me freine ou que ça me limite dans mes actions, quoi. Et les plus gros obstacles dans ta vie que tu as dû vraiment faire face, parce que ton cas est quand même, tu as connu ce que c'était de ne pas vivre avec l'handicap. Et tu as eu cet handicap, donc tu as connu maintenant, et tu connais vivre avec l'handicap. Quel a été le plus grand des obstacles pour toi de vivre cette situation? Qu'est-ce que ça a été cherché en toi aussi, peut-être? Alors, écoute, je sais pas, tu me poses cette question, mais je peux pas y répondre dans la mesure où, pour moi, ça n'a pas vraiment été des obstacles. C'est un peu étrange à dire, mais quand j'ai eu cette chute et que la vie s'est retirée instantanément de mes jambes, j'ai compris ce qui se passait. C'est très, très étonnant comme sensation. Je me suis dit, je suis paralysée et ça va changer toute ma vie. Donc, à partir de là, je me suis dit, il vaut mieux l'accepter tout de suite, l'accepter et faire avec, c'est-à-dire réapprendre à vivre, réapprendre à se mouvoir, réapprendre à bouger ses jambes, réapprendre à s'habiller, réapprendre à aller dans la salle de bain, réapprendre à... Voilà. Et je me suis dit, je vais pas... Si tu veux, j'ai pas voulu faire bien évidemment, il faut faire un deuil. Il faut faire le deuil d'une vie passée. Et ça m'a pris grosso modo 1 an. Mais c'est toutes les premières fois qui étaient difficiles.
La première fois que tu vas au restaurant, la première fois que tu vas au cinéma, la première fois que tu rencontres quelqu'un, c'est difficile. Mais une fois que tu dépasses cette première fois, ben ça devient quelque chose qui est normal et qui est naturel. Donc j'ai eu 1 an où il a fallu que je me réhabitue à tout ça, où il y a eu toutes ces premières fois. Et je me suis dit, OK, je peux plus marcher. Comment est-ce que je peux faire pour m'adapter et pour faire en sorte que je vive ma vie sans avoir de limitation. Et c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant, et c'est ce qui m'a permis de continuer à voyager, de prendre l'avion toute seule, de conduire ma voiture, de faire du ski, de monter à cheval, de nager. Je veux dire, j'ai pris acte et j'ai adapté. Et je me suis adaptée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait de manière très naturelle. Parfois, ce n'était pas toujours facile parce que, comme je disais, il faut faire un deuil aussi. Oui. Et puis c'est triste, je veux dire. Mais une fois qu'on passe cette étape, ça va beaucoup mieux. Et puis en plus, j'avais 32 ans, j'avais 2 enfants en bas âge, un mari qui a 2 ans de plus que moi, et j'avais pas envie que mon mari s'en aille. Et souvent, c'est ce qui se passe dans les centres de rééducation. J'ai vu plein de couples qui explosaient parce que les conjoints n'arrivaient pas à supporter cette nouvelle situation, et je voulais absolument pas être un objet de pitié. Et c'est ce qui m'a vraiment, comment dire en anglais, drivé. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a donné cette force motrice. Cette force d'avancer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je voulais pas m'apitoyer sur moi-même parce que je considérais que j'avais beaucoup de chance. Dans la mesure où j'avais les moyens de me soigner, j'ai eu les moyens de faire ma rééducation en France, j'ai eu le moyen d'avoir un fauteuil très, très adapté à ma condition, etc., etc. Et quand je suis rentrée au Maroc et que j'ai vu que les conditions n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant d'essayer de faire quelque chose, pas simplement pour toi, mais pour les autres aussi. Et ça m'a permis non seulement de m'occuper, d'abord l'esprit, la tête, mais de m'occuper pour quelque chose qui, finalement, avait beaucoup de sens pour moi. Bien sûr. Donc, la recherche du sens qui était sous-jacente avant que je sois handicapée, mais je ne savais pas trop comment la trouver, je l'ai trouvée de fait quand je me suis retrouvée en fauteuil. Parce que tout ce que j'ai appris, tout mon métier, à l'époque, comme je vous l'ai dit, j'étais dans la communication, toutes mes relations, mon carnet d'adresses, mon réseau, tout ça, je l'ai mis au profit de la cause des personnes handicapées au Maroc. Et je ne dis pas que je l'ai fait toute seule, c'était avec des gens absolument formidables avec lesquels je continue à travailler 25 ans après. Mais cette force, c'est quelque chose qui nous a beaucoup poussé à aller de l'avant parce qu'on était très complémentaires. Et moi, j'ai apporté ça et ça a été ma part. Et du coup, ça m'a permis de dépasser ma condition et d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort parce que de toutes les manières, c'était là, qu'est-ce que j'allais faire. Donc, voilà. Et puis, quel dynamisme, parce qu'effectivement, je connais bien une belle famille, tu as 4 enfants qui sont tous magnifiques. Ouais. Et vraiment, on sent une force de la nature en toi qui... Parce que tu t'occupes bien sûr de l'AMH, mais tu t'es occupé aussi d'un autre domaine. C'est l'école aussi pour les jeunes filles. Oui. Donc ça, c'est une école qui s'appelle l'Institution Tahar Septi, du nom de mon oncle, le frère de ma mère, qui a été assassiné juste avant l'indépendance par les Français, pour donner un exemple. Et c'est ma tante, qui est une femme absolument remarquable, qui a créé cette école en 1956, parce qu'elle pensait que le Maroc se développerait à travers ces femmes, et qu'il fallait sortir les jeunes filles de la maison pour leur apprendre non seulement à lire et à écrire, mais aussi un métier. Donc, elle a créé cette école donc c'était une école primaire, mais en même temps, elle a appris le métier de la broderie à ces jeunes filles. Et pendant des années, l'école a organisé des galas et des expositions avec les travaux faits par ces jeunes filles et qui ont permis de financer l'école. Donc, c'était un cercle vertueux. Et c'est des milliers de jeunes filles qui sont passées par cette école. Wow. Et en 2011, elle m'a demandé de la reprendre parce qu'elle allait à Marrakech pour s'occuper d'une autre école qu'elle avait créée à Marrakech. Et je lui ai dit, pourquoi pas ? Donc du coup, je me suis lancée dans l'éducation aussi, qui est une formidable aventure, parce qu'on sait tous que l'éducation, c'est ce qui réduit le plus les inégalités sociales. Et que dans notre pays, il y a beaucoup à faire encore. Et du coup, comme j'aime bien créer des ponts,
et faire des connexions, justement, je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée de pouvoir aussi pouvoir faire entrer des enfants à besoins spécifiques à l'école. Et là, ben voilà, il y a des enfants IMC, il y a des autistes, il y a des personnes handicapées physiques aussi. Et petit à petit, ben voilà, on a adapté, on a rendu l'école accessible, on a formé les professeurs, les enseignants, et puis on a accueilli ces enfants qui sont au milieu d'enfants, encore une fois, je mets le mot entre guillemets, valides. Et c'est une formidable expérience parce que vivre avec la différence, justement, c'est une très grande richesse. Et ces enfants qui sont en bonne santé, qui sont debout, je suis sûre que en ayant avec eux en classe des enfants qui ont des besoins différents, vont être beaucoup plus sensibilisés pour l'avenir, pour justement apprendre à vivre ensemble, à ne pas les regarder en les mettant dans des catégories ou des étiquettes. Et pour moi, c'est ça le vivre ensemble. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des liens, comment on arrive à se connecter à l'autre, comment est-ce qu'on peut faire des ponts entre les différentes activités. Et c'était pareil avec l'art de vivre. Oui. C'était la même chose. Oui, c'est comment rentrer la méditation à l'école, chez les enfants, en prison. Et pour moi, mon parcours m'a permis, en fait, cet accident finalement, m'a permis de rencontrer un tas de gens juste magnifiques sur mon parcours et qui ont donné des idées pour monter des projets, monter des associations et puis essayer de changer un petit peu le regard qu'on peut avoir sur des sujets aussi compliqués que... Voilà, qui ne sont pas si compliqués que ça, en fait. On les rend compliqués. Et oui. Sur le handicap ou... Et oui, parce qu'avec ton époux, Brahim, vous avez aussi même pris la responsabilité d'être les présidents de l'Association internationale pour les valeurs humaines, où on a amené, donc, dans les années 90, la respiration, la méditation, au Maroc aussi. Tout comme certains pays où ça s'ouvrait juste à ça, et c'était pas non plus évident d'amener toute cette notion-là. Absolument. Surtout, bon, c'est un magnifique pays, il y a beaucoup de spiritualité. Un pays musulman, mais il y a quand même beaucoup d'ouverture aussi dans le Maroc. J'ai trouvé cette ouverture, cette sensibilité, puis cette soif de connaissance. Ça, c'est vraiment ce que j'admire chez les Marocains, c'est ce plaisir de partager cette connaissance et d'aller plus loin, de savoir. Alors, c'est vrai qu'entre la France et l'amour, entre la France et puis le Maroc, il y a l'amour. C'est vrai que c'est une histoire commune. Et dans ce bien vivre ensemble, qu'est-ce que tu aimerais partager justement par rapport justement à ce message de se vivre ensemble déjà? Qu'est-ce qui est important et en quoi ça peut vraiment apporter dans notre société de porter plus d'attention sur ce vivre ensemble? Je pense que c'est un thème dont on parle aujourd'hui beaucoup, le vivre ensemble. Mais je pense que c'est très important dans la mesure où on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, où il faut être à l'aise avec cette complexité, et que le vivre ensemble, pour bien vivre ensemble, il faut d'abord bien se connaître soi-même. Et je crois que le départ de tout cela, ça a été justement la rencontre avec soi-même. Encore une fois, cet accident nous a permis à mon mari et à moi de rentrer dans un chemin de spiritualité, on va dire, qui nous a permis de comprendre un peu comment on fonctionnait et qui nous a permis justement de prendre un certain recul par rapport aux choses et de pouvoir prendre des décisions de manière claire, de manière c'est ça, calme et clair. Voilà. Et le vivre ensemble aujourd'hui, c'est un vrai challenge parce que on assiste à une montée du populisme dans la plupart des pays européens, à cette crise identitaire, les gens ne savent plus très bien ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont. Et moi, je me dis, on est tous des êtres humains, quelles que soient nos croyances. Et donc, et quelles que soient nos différences. Et quelles que soient nos différences, absolument. Et justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce que je vais pouvoir me connecter à l'autre. Et qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de tout cela? Parce que il faut que se connecter, c'est bien, mais pour moi, il faut qu'il y ait une dimension derrière qui soit un peu plus importante dans la mesure où cela doit permettre aussi de pouvoir faire des choses qui ont du sens pour nous et qui nous permettent d'être alignés et donc qui finalement ont un impact. Voilà.
Et je vois par exemple mes enfants, on les a toujours beaucoup associés à ce que nous faisions dans toutes les associations que nous avons montées, mon mari et moi. Et le fait qu'ils aient pu rencontrer tous les gens que nous avons nous-mêmes rencontrés, qu'ils aient pu partager dès leur plus jeune âge un tas d'expériences, et ben ça leur permet aujourd'hui d'être beaucoup mieux dans leur peau, d'être beaucoup plus à l'aise, et puis d'apporter quelque chose à notre société, parce que je pense que on peut tous apporter quelque chose, on peut tous faire la différence, on peut tous apporter un changement, même le plus minime, mais on peut le faire. Et moi aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux agrandir cette connexion. Et tu le fais bien. Je sais pas. Alors, on parle du vivre ensemble. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer au bien vivre ensemble? Parce que le vivre ensemble, en fin de compte, on vit maintenant un monde globalisé, mondialisé. Les cultures, c'est en plus avec la technologie, l'Internet, c'est vrai qu'on peut apprendre tellement d'une façon, alors qu'avant, il fallait se déplacer dans un pays pour vraiment percevoir un peu plus. Maintenant, à travers Internet, on peut interchanger, communiquer. Mais malgré tout, ce vivre ensemble, il est quand même encore fragile. Et puis tu l'as dit à juste titre. À ton avis, par rapport à ton expérience et ce que tu as constaté, parce que tu voyages énormément, je sais que tu as été donné des conférences dans différents endroits, des fois dans des grands colloques, pour partager ton message, et qui est toujours bien reçu. Hein. Mais comme tu le dis, oui, on a cette conscience, mais qu'est-ce qu'il nous faudrait comme ingrédient par rapport à ton expérience pour passer au bien vivre ensemble? Moi, je pense passer une étape au-dessus. Ce qui me vient spontanément comme ça, en t'écoutant, c'est il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de l'autre. Moi, je dirais, ce que je dis toujours à mes enfants, c'est ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Laissez-vous cette ouverture. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir reconnaître, de pouvoir réagir au mieux par rapport à ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est faire confiance, ne pas avoir peur, aller vers. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je me dis, je ne perds rien. J'essaye, ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, j'aurais essayé. Mais je n'ai pas peur de me ramasser un camouflé ou de... Donc, mettre un peu l'ego de côté aussi, peut-être. Sourire. Le sourire, c'est vachement important. Moi, j'ai réalisé que... Des fois, je fais des tests comme ça. Et dans la voiture, au lieu de m'énerver, quand quelqu'un me klaxonne, parce qu'au Maroc, ça klaxonne beaucoup. Ça klaxonne bien, oui. Au lieu de m'énerver, comme je pourrais avoir tendance à le faire, je souris. Et tout de suite, je vois la différence chez l'autre. Ça désamorce. Ça désamorce. Voilà, donc c'est se dire, ok, c'est bon, je veux dire, pourquoi avoir peur ? Allons-y franchement, et puis on verra bien. Et c'est toute cette sagesse aussi, tout ton parcours qui t'a amené cette sagesse, au-delà de l'accident, je pense qu'il y a aussi, il y avait quelque chose que tu portais quand même, cette découverte de soi, et puis cette curiosité qui t'a amené à dépasser. Alors, tu vis et tu es né, et tu es de culture musulmane, et c'est vrai que tu parlais de populisme, sans faire de politique, mais... Et j'ai eu le bonheur de pouvoir enseigner la respiration, la méditation, même des connaissances d'une tradition qui est complètement védique, indienne dans ce pays. Et j'ai toujours eu... Même en prison. Et même en prison. Même en prison. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que il y a quand même une ouverture d'esprit. Ah oui. On parlait de la même chose. On avait les mêmes problématiques. Nous étions des êtres humains. Et que, en fin de compte... Bon, j'ai eu le bonheur aussi de vivre dans un quartier d'une ville qui s'appelle Poitiers, où mes petits camarades, c'était des Algériens, des Marocains, donc j'ai toujours été baigné dans cette énergie-là. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a permis aussi d'aborder le monde comme une grande famille plutôt que comme une séparation. Absolument. Et c'est vrai que quand même, au Maroc, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette ouverture. Il y a, bien sûr, il y a l'islam, mais il y a aussi l'aspect soufiste. Le soufisme qui est très présent, qui amène une autre dimension. Et j'ai trouvé une belle culture, vraiment un peuple de cœur. Et c'est vrai que des fois, on a encore des images de l'islam qui veut dire paix en plus. Absolument.
comment toi tu vois par rapport à tout ce qui se passe, alors que tu sais que fondamentalement ça n'a rien à voir avec... voilà, mais je me dis, il faut garder son carrière, il faut garder la curiosité. Voilà, il faut rester curieux, ne pas hésiter d'aller... explorer d'autres traditions, d'autres croyances, d'autres cultures, prendre ce qu'il y a de bon à prendre, laisser le reste. Moi, je me dis finalement, on se construit tous les jours. Bien sûr. On n'en finit jamais d'apprendre. Bien sûr. Et puis quand on garde la curiosité, quand on a de l'enthousiasme, je veux dire, ça fait tomber des barrières. Parce que finalement, on n'est pas... on est dans cette ouverture qui fait que les choses viennent à vous. Et que les choses sont de plus en plus fluide. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus fluide. Parce que d'abord, je ne fais plus trop ce que j'ai pas envie de faire. Bon, j'ai ce privilège. Ça, c'est déjà peut-être qu'on pourrait prendre ce conseil. Oui, mais c'est important. Bon, après, c'est peut-être l'âge aussi. Je sais pas, la sagesse due à l'âge. Mais je me dis, aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie, au moment où j'ai envie. Et puis, je le fais de manière naturelle. Et donc, du coup, je reçois beaucoup en retour. Bien sûr. Énormément. Bien sûr. Et ça n'empêche pas de ne pas assumer nos responsabilités, notre profession. Parce que forcément, il y a des choses où on est dans cette responsabilité et ce devoir. Mais à la fois, intérieurement, je le fais avec conscience. Absolument. Et ça fait la différence. Et ça fait la grande différence. Et j'entendais tout à l'heure parler de burn-out. Oui. Et mon mari a eu un burn-out il y a 5 ans et ça a été une expérience assez forte parce que mon mari, pour moi, a toujours été un roc de stabilité, de force, je veux dire, c'était vraiment la personne sur laquelle je pouvais me reposer, avec qui j'ai tout partagé. Et puis, il s'est effondré du jour au lendemain. Et je n'ai rien vu venir. Donc ça porte l'humilité aussi, de se dire, attention, parce que on peut avoir des certitudes, mais il ne faut pas trop en avoir non plus. Il faut rester, comme tu le disais, très en conscience. Voilà. Très vigilant. Très, très vigilant parce que les frontières sont assez floues, finalement. Et bon, heureusement, ça n'a duré que 6 mois. Mais ça a été quelque chose de très, très apprenant pour nous parce qu'on s'est dit, ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, voilà, il faut avoir, si on peut, un équilibre aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Et on peut y arriver quel que soit l'âge. On n'est pas obligé d'arriver à l'âge de 60 ans pour se dire, OK, on a de l'expérience et on sait comment faire. Et je trouve que les jeunes aujourd'hui ont cette approche qui est un peu différente de la nôtre et je trouve formidable de se dire, OK, on ne va pas attendre d'avoir 60 ans pour profiter de la vie. Et ils ont raison, quelque part. C'est une belle clé de sagesse, de vraiment profiter de ce moment présent. Alors, tu parlais de sagesse, justement. C'est un deuxième aspect de cette émission. Qu'est-ce que la sagesse pour toi ? Avec ton expérience. Je dis toujours que le bonheur dans ce terme sagesse, c'est que chacun peut se l'approprier, chacun peut vraiment définir ce mot comme il a envie. La sagesse, pour moi, c'est de prendre les choses comme elles viennent, quand on ne peut pas faire autrement, et de s'adapter. Voilà, pour moi, la sagesse, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc tu incarnes bien cette sagesse. Je pense que c'est ça. Amina, si justement tu as donné déjà beaucoup de clés de sagesse, mais bon, la sagesse c'est aussi un grand mot, c'est un mot qui fait un peu peur, c'est un mot qui... Mais tu l'as bien défini. Après, c'est que des expériences. Bien sûr. Tout ça. Et si tu devais, avant qu'on termine cette émission, partager peut-être... tu en as déjà donné, mais là, peut-être en donner peut-être un autre encore à nos amis qui nous écoutent, là, patiemment, et puis en disant, tiens, qu'est-ce que tu aimerais leur passer comme clé de sagesse pour qu'ils puissent la mettre en pratique, là, tout de suite, les jours à venir? Moi, sincèrement, je dirais qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Waouh. Voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut faire les choses avec une certaine légèreté, et sans avoir peur. Sans avoir peur. Ouais, sans avoir peur. Ne pas se prendre au sérieux. Parce que souvent, la peur, elle vous limite beaucoup. Alors, les milliers de personnes qui nous écoutent, là, aujourd'hui, ils ont une clé magnifique. Je suis persuadé que là, dès qu'ils vont arrêter de nous écouter, ils vont passer leur journée à ne pas se prendre au sérieux. J'espère. Et en plus... Et en étant joyeux. Et en plus, je veux dire, on sait tous quelle est notre destination finale. Donc, à partir de là, je me dis, finalement, pourquoi se prendre au sérieux? La vie est courte, il faut en profiter, il faut vraiment vivre de manière le plus possible consciente.
et profiter des moments qui passent. Et le temps, on peut avoir différentes perceptions du temps aussi, suivant la manière dont on l'appréhende. Voilà. Moi, je n'ai plus envie d'être dans le rush et d'être... Voilà, d'avoir ma journée occupée du matin au soir à faire un truc après l'autre. Des fois, je me dis, laisser un petit peu de temps à ne rien faire aussi, ça fait du bien. Ça permet de réfléchir, ça permet de se reposer, ça permet de voir les choses avec plus de recul. J'ai plus envie aujourd'hui de remplir mon temps comme je le faisais parce que j'avais peur et que je me disais, j'ai pas suffisamment de temps. Eh ben non, le temps, c'est une perception. Et ça, je suis contente d'être arrivée à cette conclusion-là, en tout cas en ce qui me concerne. Merci Amina. Et puis, effectivement, prendre un temps aussi, les jours qui viennent, avec cette notion de vivre ensemble, et puis quel est l'ingrédient qu'il nous faudrait pour bien vivre ensemble. Et changer le regard. Changer son regard sur les choses, explorer... Que ce soit au sein de notre famille, que ce soit au sein de nos collègues. Constamment changer de regard. Changer de perspective. Ne pas mettre les gens dans des étiquettes. Celui-là, il est handicapé, celui-là, il est fou, celui-là, il est drogué, celui-là, il est chômeur, celui-là... Je veux dire, non, on est tous des êtres humains et puis on a tous des expériences de vie qui font qu'on est ce qu'on est et on se bat avec ça et on essaye d'avancer. Et puis, je veux dire, c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie. C'est que nous sommes perfectibles. Nous n'atteindrons jamais la perfection, mais on peut toujours faire mieux. Essayer de faire mieux pour soi et donc pour les autres. Merci Amina. Voilà. Merci d'avoir fait tout ce chemin en passage. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, c'était un grand plaisir. Et puis, si vous voulez effectivement voir le beau travail que le groupe AMH, donc l'amicale marocaine des handicapés, a fait au Maroc, et continue de faire au Maroc avec le Centre Nour, c'est www.groupeamh.org. Et je voulais juste rajouter que Centre Nour, ça veut dire la lumière. Nour veut dire la lumière en arabe. Waouh. Et ma fille s'appelle Nour aussi, mais c'était pas lié. C'était pas lié. Donc tu as 2 lumières dans ta vie. 2 lumières dans ma vie. Et même plus. Plusieurs. Oh, t'en as beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Merci. On te souhaite une bonne continuation sur ton chemin. Et puis je suis persuadé qu'on aura l'occasion de se voir au Maroc. Si, c'est sûr. C'est sûr. Merci à toutes et à tous. Et puis on vous souhaite une belle journée. À bientôt. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.